Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine. Retour sur le premier forum régional de l'immigration de Charlevoix. Le maire Pierre Tremblay fait le point sur différents dossiers de la municipalité des Éboulements. Quelles sont les ambitions du nouveau directeur général de l'Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix? De nouvelles formations pour les métiers de la construction au Centre de formation professionnelle Avise. Et le Fonds régional d'infrastructure en loisirs célèbre les athlètes d'ici. Bonne émission! La MRC de Charlevoix et le Service d'accueil des nouveaux arrivants présentaient pour une première fois le Forum régional de l'immigration de Charlevoix les 10 et 11 novembre dernier. Notre équipe était sur place pour couvrir l'événement. C'est sous le thème « L'immigration dans Charlevoix, enjeux, opportunités et pistes d'action » que s'est tenu le premier Forum régional de l'immigration dans Charlevoix. Tout d'abord, ça vient du plan d'action d'accueil, d'intégration et de participation des nouveaux arrivants de la MRC de Charlevoix. Ça fait depuis 2022 qu'on travaille vraiment sur des actions précises pour avoir vraiment une amélioration de la qualité de vie, puis autant de l'accueil, de l'intégration des gens. Mais au-delà de ça, je te dirais que ça vient à peu près 9 mois qu'Adelkarim est venue me dire « Hey Myriam, il faut faire un forum ». Réuni à la polyvalente Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul, le forum visait à rassembler non seulement les nouveaux arrivants, mais aussi la population générale, les organismes de soutien, les entités politiques et différentes entreprises de la région. Je compare ça à deux choses. La première, un peu gastronomique, à un menu. Parce que quand on va dans un restaurant, on se rend compte qu'on a le choix de plein de choses. Et l'immigration, c'est un peu pareil. Pour les entreprises, pour les élus, pour les organismes, il y a tellement de volets dans l'immigration que des fois, on s'y perd un peu. Donc l'objectif, c'était un peu de les faire choisir en une seule journée, leur donner de l'information, de leur donner des conférences, des ateliers et de pouvoir réseauter, de faire connaître les organismes qui ont un vecteur pour l'immigration, des actions interculturelles. Donc c'était ça un peu l'enjeu de cette journée-là. Répartis sur 2 jours, les différentes activités ont permis de créer des maillages et de faire de nouvelles rencontres. Moi, je suis dans la région depuis, ça va faire 1 an et demi. J'habite à Saint-Hilarion, je travaille à Baie-Saint-Paul et ma conjointe, elle travaille à Saint-Urbain. Les nouveaux arrivants en Charlevoix viennent de partout dans le monde. Ils ont pour la plupart quitté famille et amis pour s'installer en région. L'intégration, elle se passe bien dès même l'arrivée grâce à la présence d'organismes comme le SANA qui ont permis quand même l'intégration assez facilement. J'ai trouvé un emploi, moi, une fois sur place, justement grâce à l'accompagnement du SANA. Moi, j'ai trouvé un emploi 3 semaines après mon arrivée, en fait. Donc, ça a contribué à faciliter notre installation et notre intégration, à se faire des amis, à se construire un cercle, en fait. Comment vous voyez l'avenir chez nous? Nous, pour être très sincère, on est dans une démarche de demande de résidence permanente parce qu'on se voit vraiment vivre ici dans Charlevoix, à Québec, enfin dans la province du Québec en tout cas. Là. On se projette, on va dire, sur le très long terme avec des projets d'achat immobilier, etc. Donc on n'attend plus que la résidence permanente pour enclencher tout ça. Moi, je suis arrivé au Québec en 2017, ça fait à peu près 6 ans. Puis j'étais arrivé à Montréal, j'ai fait mes études à Montréal. Puis par la suite, en même temps, j'avais rencontré ma conjointe qui vient de Baie-Saint-Paul. Fait que moi, quand j'ai fini mes études, j'ai déménagé par la suite dans la région, ici à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Ça fait à peu près 3 ans, 4 ans que j'habite à Baie-Saint-Paul. Donc, tu as fait le choix de venir rester dans un milieu rural? Oui, dans le fond, comme moi, je faisais mes études à Montréal, je venais de temps en temps là, ici à Baie-Saint-Paul pendant mes vacances d'études. Fait que quand je venais dans la région ici, je me sentais bien. Fait que j'avais vraiment hâte de finir mes études pour m'en venir par la suite m'installer dans la région parce que je me sentais vraiment bien dans une région rurale. Non seulement l'immigration permet de pallier un manque de main-d'œuvre criant dans toute la province, la région gagne également sur différents plans culturels par la multiethnicité qui s'installe tranquillement. Ça va? Ça va, on a une belle qui fait comme ça bien. C'est vrai que c'est trop, là.
Nous, on a arrêté à... Couscous. Après ça, je peux plus parler le marocain. Fait que je peux dire à distance, mais sinon, il n'y a rien. Mais très cool, ok? Fait que toi aussi, t'es né au Maroc, t'es venu ici? Oui. Et c'est vraiment impressionnant. À la fin de ces 2 journées d'activités bien chargées, les organisateurs se disent satisfaits du taux de participation et pensent déjà à la prochaine édition. Au niveau de l'année prochaine, ça serait encore comment on peut rayonner encore plus, comment on peut avoir encore plus autant de gens de la population que d'employeurs, que d'élus pour ensemble améliorer nos pratiques et avoir un réel impact coordonné. Une collaboration avec la MRC de Charlevoix-Est est déjà officialisée pour la tenue du FRIC 2024 et ainsi faire de l'immigration un enjeu territorial. Le maire des Éboulements, Pierre Tremblay, était dans nos studios pour faire le tour des dossiers en cours. Voici notre entrevue. Bonjour Pierre Tremblay. Bonjour. Bienvenue chez nous en cette belle journée. Alors, on va faire le tour des dossiers des éboulements cette fois-ci. Donc, on vous reçoit à titre de maire des éboulements. On va commencer par les projets du côté des loisirs. Donc, on parle d'un agrandissement là, du pavillon des loisirs. C'est pour répondre à quel besoin qu'on veut faire ça? En fait, il y a 2 objectifs. C'est principalement pour améliorer, oui, l'accès aux loisirs, surtout pendant la période hivernale, pour augmenter un peu la capacité des chambres des joueurs, puis revoir un peu la structure à l'interne. Parce que là, présentement, ce bâtiment-là, c'est où il y a la maison des jeunes en haut. Exactement. En bas, c'est ce qu'on appelle le local des loisirs, puis l'accès à la patinoire. Et c'est justement le deuxième objectif, c'est que la maison des jeunes, la baraque, a besoin d'un peu plus d'espace, puis l'amélioration au 2e étage. Alors, on va profiter de faire une pierre 2 coups. Et puis là, au niveau de l'aménagement en bas, là, la salle des joueurs, est-ce qu'on reste uniquement avec une salle des joueurs ou il va y avoir d'autres installations d'ajouter? Bien, on essaie de regarder aussi avec le club de ski de fond, le Vallon, les raquettes de ski de fond, de regarder peut-être pour amener la location probablement de patins et de ski de fond éventuellement. Alors, on va combiner tout ça. On est en train de regarder pour faire les plans dans cette fonction-là. Donc là, on est encore à l'étape d'évaluation des coûts. On est rendu aux périodes des plans. OK. Et lorsqu'on aura les plans, bien là, on sera plus en mesure de regarder l'évaluation des coûts. Est-ce qu'on a un objectif déjà de rendu pour ce projet-là? On n'en a pas encore précisément, mais ce qu'on est surtout à la recherche et de financement des programmes qui peuvent nous aider justement à réaliser ce projet. OK. Donc, à suivre, mais une bonne nouvelle pour la Maison des jeunes aussi. Là, ça veut dire que ça fonctionne bien de leur côté. Oui, c'est très apprécié. Juste à côté, on a la patinoire. Il y a eu une idée de peut-être mettre un toit au-dessus de cette patinoire-là. C'est quelque chose qu'on voit un peu de plus en plus au Québec. C'est quoi l'avantage de mettre un toit sur une patinoire extérieure? C'est surtout l'utilisation 4 saisons qu'on pourrait utiliser. Faut pas. On connaît les éboulements pour le vent. Oui. Alors ça, c'est certaines particularités lorsqu'on fait la fête nationale ou d'autres activités organisées par le comité des loisirs ou événementiels. Oui. Alors, à ce moment-là, c'est une question de protection par rapport au vent, oui, mais ça donne accès à l'hiver aussi à beaucoup plus de journées d'accès et aussi le printemps, étant donné que on a une plateforme de ciment. Oui. Alors, dès que le soleil apparaît, bien, la patinoire disparaît rapidement. Alors, on pourrait prolonger un peu plus. La saison. Exactement. Ça, c'est un objectif. Mais d'où je viens, dans la région de Nicolette-Trois-Rivières, il y a beaucoup de municipalités qui ont ce genre de toit-là sur une patinoire. C'est très apprécié. Oui, puis c'est beau. On en a un exemple ici. C'est des belles structures. Exactement. Et puis là, on est encore dans l'idée ou il y a un budget d'allouer déjà? On n'a pas encore de budget par rapport à ça parce qu'on fait... D'abord, on va regarder les expertises de certains... fournisseurs, parce que, comme vous me démontrez, il y en a en bois, il y en a en acier, etc. Toutes sortes de modèles. Alors, on va travailler avec ce genre de modèle-là, avec les travaux publics pour regarder quel type de modèle qui pourrait convenir chez nous. Mais on ne veut pas le fermer complètement, on veut vraiment, parce qu'on a un très beau paysage avec les montagnes. Oui, c'est un des plus beaux points de vue qu'on a aux éboulements. Lorsqu'on a des gens qui viennent patiner durant la période des fêtes, qui sont dans des résidences de touristes, puis ils nous soulignent vraiment le paysage qu'on a. Mais oui, on veut garder ça. Maintenant, du côté de la côte à Godin, donc c'est encore d'actualité, cette fameuse côte fermée depuis déjà 4 ans, 2019, la fermeture. 27 avril 2019. Oui. Donc, bon, est-ce qu'il y a un avenir pour la côte à Godin ou finalement on... En fait, l'objectif, ça n'a jamais été de la fermer. Ça, c'est bien clair, mais on a encore des possibilités. On a 2 sites. Il y a un site
qui avait été connu parce qu'il y avait eu un glissement de terrain. Oui. Et le deuxième titre, c'est une faille qui a lieu sur le bord de la route. Et cette faille-là prend de l'expansion. Alors, on avait demandé 2 études pour connaître les coûts. Alors, on connaît les coûts en général pour la phase 1 et la phase 2, mais il demeure que c'est des coûts entre 2 et 3 millions. Oui, c'est assez dispendieux. Et le conseil, le conseil municipal a décidé de regarder avant si on ne pourrait pas trouver, avec l'aide de Tetra Tech qui nous suit et la FQM là-dedans, la Fédération québécoise des municipalités par son service d'ingénierie, si on ne pouvait pas trouver des programmes qui pourraient nous aider à payer une partie, parce que c'est quand même une charge assez importante. Mais est-ce qu'il y a un danger que ces problèmes-là reviennent si on la répare? En fait, tous les rapports qu'on a, on est en zone de mouvement de sol. On ne peut pas le changer, ça. Ouais. Fait que, est-ce qu'on investit? Ça, c'est la décision aussi du conseil. Est-ce qu'on investit un certain montant avec un risque aussi élevé qui sera là, sera là tout le temps? Alors, vous voyez que la décision... n'est pas facile à prendre dans le sens qu'on investit puis on n'est pas certain dans combien de temps ça peut lâcher. Mais est-ce que c'est vraiment un besoin qu'elle soit ouverte, cette côte-là, vu que là, ça fait plusieurs années qu'on fonctionne sans? Ce serait quoi l'intérêt de la réouvrir? Bien, c'est beaucoup plus facilitant, je l'avoue, pour les gens de l'île aux Coulles qui veulent traverser du côté nord, mais il reste quand même que c'est compliqué. Il n'y a pas de camion qui passe là, pas d'autobus, pas de camion lourd, pas de van non plus. Non. Alors, à ce moment-là, ce qu'on avait eu comme réponse en 2019, pourquoi le ministère de la Sécurité publique ne voulait pas? Parce que c'est une route secondaire, et puis ils ont refait la côte justement pour éviter, pour faciliter l'accès. Oui. Alors, si le quai change de place, est-ce que ça pourrait avoir un impact dans la décision aussi par rapport à ça? Bien, s'il change de place, non, c'est pas nécessairement. Je ne pense pas que le quai vienne. Le quai n'est pas considéré actuellement. C'est vraiment indépendant de ce qu'on regarde. Et quand on parle de sécurité, même si la côte à Godin, la grande côte qu'on appelle, aurait des difficultés pour différentes raisons, mais écoutez, c'est facile aujourd'hui de relancer la côte, donner l'accès quand même. C'est fun d'avoir un plan B. Là, exactement. Oui, je comprends. Maintenant, du côté du domaine de la seigneurie, il y a eu une initiative citoyenne qui s'est faite l'an passé, donc un comité qui s'est formé pour essayer de régler certains problèmes de voisinage. Donc, qu'est-ce que ça a donné, là, ce projet de comité-là? En fait, ça a débuté justement par les initiatives de résidents qui demeurent dans le domaine de la seigneurie. D'essayer de mettre des mesures, c'est-à-dire un code de pratique. On avait déjà notre code de vie qui interdit certaines choses, mais là, on a des personnes ressources de chacun, des entreprises qui louent oui, parce que là, c'est un quartier qui est à la fois touristique et résidentiel. Résidentiel, oui. Alors, puis ça a été très positif dans le sens qu'il y a eu des actions qui ont été faites, comme par exemple l'ajout des dos d'âne. Des dos d'âne. Bon, le mot vient d'en revenir. Oui. Le dos d'âne, réduire la vitesse et tout, mais c'était surtout pour, lorsqu'il y a une problématique de covoisinage, bien, on a des références directes avec les personnes à qui ça appartient, ces résidences-là. Et on a eu une coopération très appréciée aussi des personnes qui louent, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont indépendantes, c'est une résidence secondaire qui loue pour résidence de touristes, et il y a des agences qui le font aussi. Et on a eu une coopération. Donc, ça a amélioré la cohésion là, entre ces gens-là. C'est tout simplement une facilité de cohabitation, puis les résultats sont positifs. Déjà, on a un sondage qui avait été fait. Le dernier sondage dit déjà que depuis 6 mois, en fait, l'été vient de se terminer, que tout le monde est satisfait de ce résultat-là. Alors, c'est peut-être à essayer d'implanter dans d'autres secteurs. Un modèle à suivre, peut-être. Exactement. Ben oui. Finalement, au niveau de vos ressources humaines, il y avait un poste de DG d'annoncer. Donc là, on est heureux d'apprendre qu'il y a des candidats. Oui, effectivement, c'est pour remplacer greffière trésorière adjointe. Oui. Madame Danielle Tremblay prend sa retraite après 20 ans le 31 décembre 2023. Oui, on a des candidats et les entrevues se feront cette semaine. Alors, probablement que la semaine prochaine, ou en tout cas dans très peu de temps, on annoncera la personne qui pourra occuper ce nouveau poste. Bon, génial. Et pour terminer, on va parler aussi peut-être un peu des augmentations salariales qu'il y a eu du côté de Petite-Rivière-Saint-François. Justement, on parle d'un poste de DG. Bon, on est heureux qu'il y ait des candidatures, mais est-ce que ça a un impact sur les autres municipalités comme la vôtre? Bien,
moi, mon contrat de travail, ce n'est pas un contrat syndical, mais c'est un contrat de travail qu'on a avec tout le personnel. Et puis déjà, on parle souvent de rumeurs, mais en fait, les gens mentionnent qu'il faudrait avoir des comparaisons, il faudrait avoir des augmentations comparables et tout. On n'a pas tous la même capacité de payer, ça c'est certain, chacune des municipalités. La réalité est différente Et j'avoue que ça porte à la hausse les demandes là, de ce qu'on ressent du personnel. Mais on est en mesure de négocier. En fait, c'est une négociation. Alors, je pense ça va être considéré dans le prochain budget, j'imagine. Exactement. On est tous en train de travailler les budgets municipaux. Et ce qu'il y a d'important, je pense aussi, c'est que en tout cas, chez nous, on fonctionne avec des comparables. C'est sûr que Petite-Rivière-Saint-François, c'est une comparable, mais on regarde aussi en fonction de la valeur foncière uniformisée, la population, etc. Alors, on a des comparables sur lesquels on peut se baser pour offrir à nos employés un salaire qui est très intéressant. Oui. Et puis, des conditions aussi de travail. Oui, c'est sûr, les conditions sont toutes associées ça vaut tout le temps quelque chose. Exactement. Bon, bien, merci beaucoup, Pierre Tremblay. Merci, Lydia. Benoît Sirard est le nouveau directeur général à la barre de l'Hôtel et Spa Le Germain-Charlevoix. Je l'ai rencontré afin de discuter de sa vision et de la place de l'entreprise dans la communauté. Benoît Sirard, bonjour. Donc, vous êtes arrivé en juin dernier comme nouveau directeur général de l'Hôtel et Spa Le Germain dans Charlevoix. Maintenant que l'été est terminé, ça serait quoi votre lecture là, de l'état des lieux, autant à l'interne, dans le fonctionnement de l'hôtel, que dans sa relation là, avec le milieu? En fait, une grande opportunité de remobiliser les gens autour de cet hôtel-là, je dirais de ce domaine-là, parce que c'en est un en soi, avec les acteurs autant économiques que touristiques. Donc, remobiliser autour, redynamiser et démocratiser, si on veut, l'hôtel, c'était en fait le principal facteur que j'ai remarqué. Oui. Comment qu'on démocratise un hôtel? Oui. En fait, d'être ouvert d'esprit, ouvert aussi à la communauté, inclusive, plus d'inclusivité, je dirais, plus d'équité à travers ce qu'on a à donner. Déjà, ça fait partie des valeurs du groupe Germain quand on parle de respect de nos pairs, puis de respect de nos partenaires. Et en termes de générosité, en fait, ça fait aussi partie des valeurs. Donc voilà, puis ça prenait une autre valeur d'audace au niveau du groupe Germain qu'on a. Donc de s'impliquer, de se réimpliquer avec la communauté, de se réimpliquer avec la communauté d'affaires, comme je le disais, de tisser des liens pas mal plus profonds, mais je dirais très différents qu'avant la pandémie. Post-pandémie amène beaucoup plus de collaboration, d'être présent dans la communauté, puis de s'impliquer dans des activités et en même temps, si vous me parlez de démocratiser, c'est de réouvrir les portes un peu à tout le monde. Oui, c'est ça. Fait on fait ça concrètement comment? À travers des événements, à travers une proposition de nouvelles activités? Tout à fait. Bon, en ne faisant pas nécessairement les mêmes choses qu'on faisait avant. Parce que post-pandémie, il faut faire des choix différents. Donc, et avec de la collaboration qu'on peut éventuellement voir s'il y a d'autres touches qui peuvent être apportées différentes. Il faut être créatif, il faut être carrément... il y a des opportunités, il faut les prendre. Et avec des partenaires de la région, ça devient encore plus facile de justement les déployer et éventuellement que ça fonctionne. Avez-vous l'impression qu'un acteur économique important comme un hôtel comme celui-ci, le Germain, dans un petit milieu comme Baie-Saint-Paul, a un plus grand rôle à jouer que dans un grand centre? Bien, pourquoi pas aujourd'hui? Premièrement, la pandémie a amené plein de gens à s'installer dans les régions. Donc, voilà, ça, c'est une opportunité. Plein de gens avec d'autres horizons, que ce soit des nouveaux arrivants au pays ou que ce soit des gens économiquement qui s'impliquent, en plus de la communauté qui est déjà ici depuis plusieurs années, sinon des dizaines, des centaines d'années. Il y a quelque chose à faire. Il y a un melting pot à réinventer. Donc, je pense que ce qu'on peut apporter un hôtel, c'est un lieu où les gens peuvent se rencontrer. Donc, vraiment, encore là, je l'ai dit, d'ouvrir les portes, puis de s'assurer qu'il y a une mobilisation autour de ça, qu'on
puisse se réinventer parce qu'on peut pas faire la même chose qu'on faisait avant, nécessairement. Faut changer le modèle un peu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé, de devoir approcher justement là, une institution de sa communauté comme ça? Oui, bien quand on dit institution, déjà le groupe Germain, c'est reconnu. Oui. C'est reconnu au niveau national, pas juste au niveau québécois ou canadien, mais je dirais même international. On vit avec des joueurs aussi dans Charlevoix qui viennent de l'international. On les connaît tous, que ce soit la CEPAC, le Massif, le Club Med ou Fairmount. Donc, je pense que de réaliser qu'on est pas en compétition, mais en coopération, compétition. Je pense que de le réaliser, ça fait en sorte que les gens s'approchent plus. Ils voient qu'il n'y a pas un phénomène nécessairement de confrontation. Ça change l'attitude. Ben oui, tout à fait. Oui, pour l'avoir fait ailleurs, donc ça va avec toutes les parties prenantes, que ce soit la communauté ici, c'est la communauté artistique, la communauté de restauration, les agriculteurs, les producteurs, la communauté aussi, les gens, les politiciens, les gens qui se présentent, nos élus et d'autres acteurs économiques, bien entendu. C'est mon mandat et c'est naturel aussi. Avez-vous déjà des idées, là, ce qui pourrait venir là, dans les prochains mois, maintenant que le gros de l'action est passé? Là? Bien, en fait, on va peut-être plus dans le produit, la terre à la table, mais la terre à la table ou l'hôtel qui se démocratise, tout ça, c'est bien beau, mais c'est de le faire vivre. Oui. Vraiment, de réinviter les gens. C'est ce que j'ai fait plus à des niveaux peut-être plus individuels, de rencontrer des acteurs, des parties prenantes de la ville, comme je le disais tantôt, autour, même dans Charlevoix, et même des acteurs nationaux, et faire parler aussi de Baie-Saint-Paul. C'est à travers des activités, des mandats, ça peut être un simple rassemblement, une participation à une activité festive en ville, de voir qu'on est là. Je pense qu'avec les médias sociaux aujourd'hui, la communication qui va hyper rapidement, je pense que ça va se faire naturellement. Est-ce qu'il y a un potentiel de développement inexploré encore pour le Germain dans Charlevoix? Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne dévoilerai pas les secrets. Mais il y a une façon qu'on peut s'y prendre, justement. Il ne faut pas le garder pour nous non plus. Il faut en parler. Il y a certains produits aujourd'hui qui sont des produits, je pense, peut-être, je dirais, éphémère. Et c'est là où ça peut, justement, éphémère, bon, si on l'implante, nécessairement, il faut que ça se développe dans le temps, ça évolue dans le temps. Quelque chose aussi qui pourrait nécessairement être seulement d'été, de saison ou d'hiver, mais on y pense, puis oui, il y a des choses qui vont s'en venir éventuellement. Donc, ce que vous nous dites, dans le fond, c'est que si on a une idée aussi, on peut venir vous voir, proposer l'idée, la partager pour tout à fait, on est là-dedans. Ramener les gens un peu plus là, de ce côté-ci, là. Oui, l'ouverture, comme je disais, l'ouverture d'esprit, la transparence, faut mesurer aussi l'impact dans la société qu'on a. Il faut que ça soit... Qu'il n'y ait pas toujours un impact direct imminent non plus. Tout à fait. Puis bon, les gens sont sensibles aujourd'hui au développement. Donc, il faut que ça soit durable, ce qu'on est foncièrement. Je pense que Charlevoix aussi est dans une autre zone que d'autres régions au Québec ne le sont pas. Donc, je pense qu'il faut que ça soit durable. Éphémère, quand je dis éphémère, nécessairement, c'est le contraire de nécessairement durable, mais toujours dans un concept de développement et de respect. J'aimerais revenir un peu à l'hôtel, ce qui se passe à l'intérieur. La communauté, il y en a plusieurs qui sont passés dans l'hôtel, donc on sait un peu c'était quoi l'état des lieux à votre arrivée à ce niveau-là. C'était plutôt tendu. Comment ça se passe maintenant, là? Bien, tout naturellement, on défait c'est comme la massothérapie, on défait un peu les muscles. On défait les tensions, une à une. Oui, puis en même temps, c'est psychologique aussi. On est tous des humains très différents. Il y a des phénomènes aussi qu'on vit dans les régions au Québec touristiques, c'est qu'il y a plusieurs communautés culturelles qui viennent se joindre aux équipes. Donc, c'est justement un esprit d'ouverture. Il y a des gens aussi, quand on parle de tension, il faut justement dire aux gens qu'on ne sauve pas des vies dans l'hôtellerie. Bien au contraire, c'est le fun. Ça devrait être le fun à tous les jours. Il faut quand même prendre ça au sérieux. On sert de la nourriture, on sert dans un hôtel, c'est justement une place où on peut fêter. Dans une chambre d'hôtel, c'est des vacances. Tout à fait. Dans une chambre d'hôtel, c'est très personnel. C'est comme si on était chez nous. Donc, je pense que c'est de justement réexpliquer ce qu'on fait aux employés, les plus anciens comme les nouveaux, de dire, voilà, on sert à de quoi. Et puis, en même temps, on devrait être fiers de ça. Puis, c'est pas la fierté qui manque
dans cet hôtel-là, au Germain Charlevoix, c'est justement de mettre de l'avant la créativité et l'auto-responsabilisation de tous et chacun. Mais c'est surtout de faire des choix. Puis ça, il faut le comprendre. Oui. Ça a été véhiculé dès le départ. Voici les urgences, parce qu'il y en avait, puis ensuite les priorités. Ça serait quoi votre gros défi là, comme directeur général là, pour les 2-3 années à venir? Là? Bien, la rétention du personnel, c'est à tous les niveaux. On voit le marché se resserre, puis bon, les autres communautés d'affaires sont à la recherche des mêmes personnes. Oui, puis il y a des offensives assez... Voilà, donc assez fortes. Il y a des très bonnes conditions, Germain Charlevoix, je peux te dire. Le groupe Germain a toujours pris soin de ses employés, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que j'adhère aux valeurs. C'est facile de dire ça, mais il faut les vivre, il faut les avoir en soi. Mais ce que je dis en lien avec la rétention du personnel, c'est de s'assurer qu'il y a un respect commun de toutes les parties prenantes, et ça déborde de l'hôtel. Donc, ça va être le gros travail dans les prochaines années d'être carrément rigoureux à ce niveau-là. D'accord. Pour terminer, est-ce qu'on a des activités ou des événements à venir pour la période des fêtes qui seront ouverts à tous? Bien, en fait, on va avoir encore plusieurs activités sur le domaine. Bon, on a toujours les animaux qui sont encore là, pas tous. Là. Il y en a qui peuvent résister à l'hiver. Il y en a qui sont au chaud. Tout à fait. On aura aussi une période d'activité qui va se dérouler pendant le temps des fêtes. Naturellement, ici, on a plusieurs portes d'entrée. Alors, ça ne prend pas de bracelet pour entrer. Il y a les parties de Noël. Les parties de Noël, il y a la patinoire, etc. Donc, il y a plein de, naturellement, dans la nature, il faut qu'elle soit aidante aussi. Il y a tout le phénomène des activités extérieures, mais à l'intérieur de l'hôtel, on aura des activités aussi qui vont être annoncées bientôt sur les médias sociaux. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup, Benoît Sirard. Ça fait plaisir. La région de Charlevoix aura elle aussi droit à de nouvelles formations professionnelles pour combler le manque de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. J'en discute avec Chanie Tremblay, directrice du Centre Avise. Bonjour Chanie. Bonjour. Alors le Centre Avise va participer à cette offensive qu'a lancée le gouvernement pour pallier au manque de main-d'œuvre dans le monde de la construction. Peux-tu me dire de quelle façon là, vous participez? Quels cours vont être proposés en Charlevoix? Ici dans Charlevoix, il va y avoir une AEP, une attestation d'études professionnelles qui va être offerte, qui est en conduite d'engin de chantier, qui durera 555 heures et qui sera rémunérée. Et on va offrir, on a l'opportunité d'offrir 2 DEP, diplômes d'études professionnelles, soit celui en électricité et celui en plomberie-chauffage. Donc là, les DEP, ils n'étaient pas déjà offerts avant, c'est ce que je comprends, ou c'est une continuité? Les DEP, c'est des programmes qui existent déjà, mais dont on n'a jamais eu l'autorisation de démarrer sur le territoire de Charlevoix. C'est ça l'opportunité pour Charlevoix, c'est de les avoir ici, ces programmes-là. Ça fait longtemps qu'on se plaint que notre carte de formation n'est pas suffisamment attractive. Bien, c'est sûr qu'on le voit comme une opportunité. Et là, on parle de formation rémunérée. Est-ce que ça concerne seulement l'AEP ou le DEP aussi va être rémunéré? Dans l'offensive de formation en construction que le gouvernement Legault a mis en place, ce sont les AEP qui sont rémunérées. C'est des formations qui sont de plus courte durée et c'est celles-là qui prévoient une rémunération équivalente environ à 750 $ par semaine. Dans la liste de ces AEP-là, Charlevoix n'a que l'AEP de conduite d'engin de chantier. Okay. Les places sont toutes remplies. Ça s'est rempli en quelques heures. La plateforme est encore ouverte pour recueillir des noms. Toutefois, là, on a vraiment beaucoup plus de noms que ce qu'on a de places disponibles. On a 24 places disponibles dans Charlevoix. Et puis là, la cohorte, elle va partir quand? C'est pour l'hiver prochain? La directive qui vient avec l'offensive de la construction, c'est de démarrer toutes ces formations-là en janvier prochain, janvier 2024. C'est excessivement rapide pour nous, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que généralement, on prend plus d'1 an avant de mettre en place une formation. Il faut recruter, il faut développer une expertise. Ça nous prend des lieux, des installations. C'est très complexe, là. Offrir un DEP d'électricité, on parle de domotique, ça nous prend des entrées électriques, ça nous prend des cubicules, ça nous prend beaucoup, beaucoup d'installations très complexes. Faire tout ça en dedans de à peu près 2 mois et demi si on inclut la période des fêtes. Là, si on exclut plutôt la période des fêtes, c'est pas des conditions faciles, mais ça demeure une opportunité pour Charlevoix. OK. Là, on parle justement d'une formation pour l'AEP qui est plus courte que le DEP. Est-ce que ça va faire que les étudiants qui vont en ressortir n'auront pas les mêmes perspectives d'emploi ou ça va se rejoindre que ceux qui ont fait un DEP complet?
Il y a des discussions qui nous dépassent. Là. Le monde de la construction, c'est un monde en soi, là, où il y a beaucoup de règlements. Je présume qu'ils vont avoir d'excellentes opportunités d'emploi quand même, ces gens-là, même si la formation est plus courte. Mais je peux vous dire là, que par rapport à ce qu'on a reçu vendredi dernier, parce que là, on a reçu la liste des compétences du programme qui nous concerne, et en fait, ce sont des compétences extraites du programme d'études du DEP, mais ça n'impliquera pas toutes les machines. Donc, on réduit le nombre de machines qu'on apprend à l'élève d'utiliser. Et puis, bien, la maintenance de la machine. Ça ressemble beaucoup à l'offensive qui avait été mise en place pour santé en 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en mai 2020, on apprenait, là, comme centre de formation professionnelle, qu'il faudrait qu'on parte l'AEP de préposé en CHSLD. Oui. C'est un peu un programme abrégé du DEP de préposé aux bénéficiaires. Donc, c'est une formation de 375 heures au lieu de 870. Fait que c'est des compétences qu'on est allé chercher à l'intérieur de ce programme-là, qui fait quand même que l'employé est nettement mieux préparé au marché du travail que s'il n'y avait pas de formation. Mais bien sûr, on prêche quand même que la formation complète est un atout là, pour un travailleur. Oui, si on continue un peu la comparaison avec cet AEP-là, justement, est-ce que celui-là, il se poursuit encore ou c'est vraiment pendant une période donnée que ça a été fait comme offensive? Ça devait, le cours de préposé en CHSLD, ça devait être one-shot deal. Ça devait être là, ici, maintenant. Ça s'est reconduit dans l'automne suivant. Et là, en ce moment, on est en train de diplômer une cohorte de, je crois, c'est 16 élèves qui va terminer la semaine prochaine, qui est encore sous ce modèle-là. Donc, l'AEP qui a été créé, il continue de rouler à ce stade-ci. Et même que les bourses ont été bonifiées. À l'époque, c'était 9 000 les bourses. Et puis, à présent, c'est 12 000 OK, d'accord. Ouais. Donc, il n'y aurait pas possibilité que celui en construction aussi perdure dans le temps. Non, c'est pas. Ah, ça, on serait les premiers à espérer avoir une boule de cristal pour voir qu'est-ce qui est par la suite, parce que installer ces DEP-là et cet AEP-là, c'est énorme. Il faut trouver des terrains, il faut trouver de l'équipement, il faut partir en appel d'offres, il faut trouver des enseignants. Donc là, on est en recrutement. C'est beaucoup ce qu'il faut qu'on déploie en très peu de temps. Si on savait que c'est pour un minimum de pérennité, ou ne serait-ce que pour 2 ou 3 séquences, ça serait bien agréable, mais à ce stade-ci, nous, on ne le sait pas. Concrètement, dans Charlevoix, là, la formation va se donner à Baie-Saint-Paul, à la Malbaie. C'est sous quelle formule, jour-soir? Les formations vont vraisemblablement toutes s'offrir de jour, mais vous savez, il nous manque encore beaucoup d'informations. Le programme d'études de l'AEP, là, on a reçu la liste des compétences, mais le programme d'études, on l'attend pour le 15 décembre. Il n'y a pas de plan de cours, dans le fond, encore, non, pas du tout. Okay. Un peu comme pour, j'ai fait le parallèle pour les préposés en CHSLD, on a reçu le programme d'études le dimanche soir précédant le départ des cours. Wow. Donc là, on l'attend pour le 15 décembre, pour un début de cours qu'on prévoit aux alentours du 24 janvier. C'est sûr que pour ce qui est de l'AEP d'engin de chantier, ça nous prend un site naturel. Il faut s'en aller dans des espaces qui sont suffisamment grands pour accueillir toute cette machinerie-là. Donc, on va partir, là, on est en démarche pour trouver ce lieu-là. Pour ce qui est des DEP, on envisage là, à ce stade-ci que ce soit probablement à Clermont. En tout cas, c'est pas encore statué, là, le site exactement, mais on est en prospection pour différents sites et ils sont tous à Clermont à date. Mais on n'a rien de conclu encore. Est-ce que ça change votre façon au niveau des centres de services scolaires d'organiser vos cohortes ou comment vous pouvez fonctionner avec ça? Bien, c'est difficile de se projeter, puis c'est sûr que là, on arrive dans une situation où est-ce que... Je donne l'exemple du cours de charpenterie. On est en emprunt de carte avec le Centre de formation professionnelle de l'Émouac, et on offre pour la 2e fois consécutive le DEP de charpenterie. Notre dernière cohorte, elle a démarré en août dernier. L'offensive a été annoncée le 30 octobre, et ces personnes-là qui ont débuté en août, elles ne sont pas éligibles aux bourses pour le programme. Et une des conditions pour s'inscrire dans le programme, c'est de ne pas avoir été en formation dans l'année qui précède le début du cours. Donc, ça exclut ces personnes-là. Fait que c'est sûr que pour les personnes qui fréquentent régulièrement notre centre, il peut y avoir un sentiment d'iniquité. On l'a vécu il y a 2 ans avec le programme de SACI accéléré qui a été annoncé avec des bourses de 20 000 $. On venait de démarrer 2 mois avant une cohorte régulière sans bourse. Et là, on était dans l'obligation de démarrer une cohorte accélérée avec bourse. C'est sûr que dans un climat de centre, ça crée un peu 2 poids, 2 mesures, puis c'est pas confortable et on n'a pas de
pouvoir là-dessus, nous autres. C'est pas nous qui mettons en place ces règles-là. On les accueille. Dans ce projet-là, on se réjouit de l'opportunité pour les gens de Charlevoix d'être formés sur le territoire de Charlevoix. Puis on le dit et redit au ministère depuis des années, on veut diversifier notre offre de formation sur le territoire. C'est ça qu'on veut. Le Fonds régional en infrastructure de loisirs tenait récemment sa soirée bénéfice annuelle, au cours de laquelle plusieurs récompenses ont été données. Martin Ouellette était sur place. Plus de 300 personnes du milieu du sport amateur et des loisirs étaient assemblées le 9 novembre dernier pour le souper annuel du Fonds régional en infrastructure de loisirs. Placé sous la présidence d'honneur de Dominique Maltais, ex-championne du monde en planche à neige, et de l'entrepreneur Alain Faneuf, ce souper annuel permet de couronner l'athlète de l'année dans notre région, le ou la jeune athlète, l'équipe de l'année, ainsi que les bénévoles et les parents de l'année. Un encamp silencieux invite les participants à acquérir, au meilleur prix, toute une série d'objets, chandails et photos dédicacés par des athlètes des ligues majeures. Le prix de l'athlète de l'année a été remporté par le planchiste James Savard Ferguson, absent lors du gala puisqu'il est en Europe pour le début de la saison. Charlie Côté a remporté le prix de la jeune athlète de l'année grâce à ses performances en vélo de montagne au niveau provincial U15 féminin. Elle nous parle de ses prochains défis. L'année prochaine, je vais courser U17 féminin, fait que je vais pouvoir faire les championnats canadiens en vélo de montagne. Qu'est-ce qui est le plus dur en vélo de montagne? Je pense que c'est le stress là, sur les départs, c'est super stressant. Là. Puis des fois, en plus, il y a des sections techniques, tu peux prendre la ligne A ou la ligne B, puis là, si tu prends la ligne A, bien, ça te raccourcit. Le prix de l'équipe de l'année a été remporté par l'équipe de volley-ball Les Impulsives. Les Impulsives se méritent. Dans le fond, c'est une ligue où il y a plusieurs équipes au Québec. Mais cette année, on a été choisis pour faire le circuit évolutif. C'est les 6 meilleures équipes qui ont été choisies de l'année passée. Dans le fond, l'année passée, on a fait un tournoi, c'était le provincial. Puis ils prenaient les meilleures équipes. Puis ces meilleures équipes-là, l'année prochaine, il y avait l'accès au circuit évolutif. Puis nous, on est arrivé 4e. Oui, on était 4e. On est arrivé 4e au Québec. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait à soir de gagner ce trophée-là? C'est sûr que ça nous rend fiers. C'est quand même un grand accomplissement. On est content que tous nos efforts qu'on a faits soient récompensés. Oui, on est vraiment contents. On est reconnaissants tout ça vers nos coachs puis nos parents. Parce que nos parents. Nos parents sont tout le temps là. Ils font une grande partie du travail. Également nos deux coachs, Marc-André Fortin et Martine Beaulieu. Le prix Sébastien Thibault pour le bénévole de l'année, ainsi que le prix de parent de l'année, a été décerné à Marie-Michel Ouellette, fière mère de 4 enfants. Bien, c'est sûr que ça fait un beau petit velours depuis toutes les années que je suis impliquée avec mes enfants, autant que coach, bénévole, taxi pour amener les enfants un peu partout. Et que ça fait un beau petit velours, mettons. Tant que la maman, les enfants vont vouloir jouer, la maman, elle va suivre, elle va coacher, puis elle va tout faire pour que ça continue. Les profits de ce souper bénéfice, organisé grâce au soutien de nombreux bénévoles et de l'équipe de la SADC, la Société d'aide au développement de la collectivité, permettront d'investir dans le développement d'infrastructures de loisirs dans notre région. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.